Dans le cadre des Journées de la culture, qu'est-ce qu'on a organisé cette fois-ci? Alors donc, on a fait les Bouteilles à la mer. Bouteilles à la mer, c'est une activité littéraire en 3 actes. Le premier acte, c'est la rencontre d'un écrivain. Cette année, on rencontrait Louis Caron, l'auteur célèbre pour, entre autres, Le Canard de bois. En deuxième acte, c'est un temps d'écriture. On ouvre tout le site du musée aux gens qui ont envie d'écrire. Donc, on leur donne quelques idées pour les mettre sur la voie des mots. Et en troisième acte, on partage ces mots-là en plus d'écrire une bouteille à la mer. Pourquoi une bouteille à la mer? Parce que, on travaille en collaboration avec la papeterie Saint-Gilles. 2, parce que les bouteilles à la mer, c'est les anciens tweets, hein? C'est les anciens gazouillis. Autrefois, quand on voulait lancer un message dans l'univers, on mettait une bouteille à la mer. Aujourd'hui, on fait un gazouillis. Donc, on propose aux gens d'écrire un gazouillis de 144 caractères. Qu'on met dans des bouteilles, mais on garde toutes les bouteilles au musée, notamment pour ne pas polluer Saint-Laurent, mais aussi parce qu'on les accumule et un jour, on les mettra dans notre coffre au trésor pour que chacun et chacune des visiteurs qui passent ici puissent partir avec sa bouteille. Les visiteurs pourraient être à ce moment-là les étudiants qui sont venus aujourd'hui? Oui, bien, effectivement, depuis qu'on a initié cette activité au musée Bouteilles à la mer, le Centre d'études collégiales s'associe à cette activité-là en y invitant les étudiants en littérature. Donc, aujourd'hui, on devait avoir 75-80 étudiants en littérature qui sont venus participer aux Bouteilles à la mer. Et là, ils sont tous en train d'écrire sur le site. Tous ceux et celles qui écrivent, peignent, sculptent savent que le plus difficile est de faire simple. Tous ceux et celles qui écrivent savent que faire court, c'est bien plus exigeant que traîner en longueur. Tous ceux et celles qui écrivent savent que Michel Tremblay sait que l'universel se cache dans le personnel. Tous ceux et celles qui écrivent savent qu'il faut être vrai pour faire beau. Bouteilles à la mer est une activité récurrente du Musée maritime de Charlevoix à l'occasion des Journées de la culture. L'idée est d'ouvrir le musée, ce lieu de beauté, à un écrivain, aux mots et aux gribouilleurs de tout acabit. Bouteilles à la mer, c'est également un heureux partenariat avec nos amis de la papeterie Saint-Gilles, le Centre d'études collégiales en Charlevoix et l'Authentique Auberge aux Éboulements. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous invite à rencontrer un de mes vieux amis. On s'est connus dans ce qu'il nous plaisait alors d'appeler le village à Longueuil, soit le Vieux Longueuil. On trouvait que le temps et l'espace y étaient plus ceux de la campagne que de la ville. On travaillait alors ensemble à un moment théâtral qui allait ouvrir les fameux États généraux du monde rural tenus en février 1991. Hein, je vous ai dit, un vieil ami. Cette heureuse collaboration allait faire de nous les heureux participants à l'une des plus belles et des plus élégantes manifestations auxquelles nous avons eu le bonheur de participer, qui s'intitulait le Dimanche des Terres de France, Paris, septembre 1995, le slogan « Sous les pavés, la terre ». Imaginez ça, 300 à 400 000 personnes, ça fait Montréal vendredi passé, là, comme ça, sur un grand boulevard qui s'appelle le boulevard Vincennes. Et tout le long, il y avait les tables avec tous les produits du terroir de toutes les régions de France. C'était assez élégant. Oh, je m'en souviens encore. Et on la compte-tu que vous vous cachiez de Le Pen? Alors, on était avec Jacques Proulx, alors président de l'UPA, le président de l'Organisation agricole française qui s'appelait Raymond Lacombe, puis Louis qui est là, puis qui jase avec eux autres. Puis là, on est dans une grande salle protocolaire et Le Pen arrive. Et là, tu as Raymond Lacombe qui me dit « Marianne, fais quelque chose, putain, fais quelque chose! » Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne suis pas à l'organisation. Je trouve deux plantes en plastique, je leur plante ça d'en face et les 3 sont cachés en arrière pour pas que M. Le Pen les trouve. Donc, il y avait 300 000 personnes et c'était une manifestation certainement plus emballante et plus excitante qu'une autre soirée qu'on allait passer ensemble, celle du référendum 1995. On n'avait pas veillé tard. Alors, quand Louis a écrit son premier roman se déroulant au jour d'aujourd'hui,
à Montréal. Il m'a demandé d'être lectrice et commentatrice avant la parution. Ce roman s'appelait « Il n'y a plus d'Amérique ». Dans sa balançoire, on a parlé mots, écriture, de ses mots à lui et de son prochain roman. Tout ça dans un grand respect, malgré mes critiques. Ce que j'aime le plus chez Louis, c'est qu'il n'est pas tourmenté par son statut d'artiste, ni par l'écriture. Il m'a dit un jour, « Écrire, c'est mon plaisir ». Il aime ça vraiment, vraiment beaucoup. Il se promène d'ailleurs partout avec un petit calepin et une plume pour noter le temps qui passe. Il ne les met pas en matin. Non, parce qu'il fallait que tu me contredises. Mesdames et messieurs, rencontrez avec moi, à l'occasion de cette entrevue, celui qui m'a appris à écrire, même si parfois les mots peuvent être inspirés dans le désespoir. Alors, Louis, le plaisir d'écrire, ça fait toute ta vie, toi? Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas très grand, mais quand j'étais plus petit encore, parce que j'ai commencé bien petit, mes parents avaient un chalet dans les îles de Sorel entre Montréal et Trois-Rivières, si vous voulez, pour situer globalement. Dans les îles de Sorel, c'est une quantité épouvantable d'îles. Il y en a 101, je crois, 101 ou 100 îles. La véranda devant le chalet avait un toit plat sur lequel donnait la fenêtre de ma chambre. J'avais dévissé le mousquetaire. Y en a-tu un ici? J'avais dévissé le moustiquaire, puis je sortais la nuit. Je l'avais dans ce temps-là, dans ma poche, le petit carnet que je supposais avoir, mais là, j'ai mis la chemise de cérémonie qui n'a pas de poche. Là. Et je regardais la nuit, je regardais les étoiles. Il me remontait déjà des élans comme si j'avais envie d'écrire. Mais j'avais encore jamais reçu de telles impulsions, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai fini par l'apporter, le fameux petit carnet avec un stylo crayon. Je ne pense pas que le stylo n'était peut-être pas inventé dans le temps. Et j'écrivais des petites niaiseries qui me bouleversaient jusqu'au fond de l'âme. La nuit est bien profonde et le ciel noir. C'est genre. Mais il fallait que j'écrive, spontanément. Et ça a marqué toute ma vie sans que je ne considère ça comme une occupation. C'est juste une passion. Mais Louis, toi, tu viens d'un milieu où il y avait beaucoup de culture parce que c'est un peu tes aïeux qui t'ont appris à bâtir la phrase. Parce que 3 architectes avant toi? Et demi. 3 et demi? Ouais. Mon arrière-grand-père s'appelait Louis Caron. Mon grand-père s'appelait Louis Caron. Je ne m'appelle pas Louis Caron par hasard. Mon père, qui n'était pas un Louis, celui-là, mais un Édouard, parce qu'il y en avait trop, mon père voulait que je devienne moi aussi le prestigieux descendant de cette dynastie d'architectes. Je ne le savais pas encore à l'époque, mais je l'ai appris rudement au cours de la fin de mon adolescence. Architecte, ça ne fait pas juste dessiner, mais ça calcule aussi. Puis demande-moi pas de calculer. Ici, là, il y a 2 personnes, si je regarde comme il faut, je peux en voir 3 aussi. Donc, et c'est ce qui m'a sauvé, à défaut de suivre la voie tracée par mes ancêtres et de devenir architecte. Écoute, les 2 Louis Caron précédents, là, à eux 2, en 100 ans, avaient bâti 111 églises. Qui dit mieux ici? C'est un petit peu plus qu'une église par année, ça. Dans le diocèse de Nicolette, au centre du Québec, vers la frontière américaine et un peu en Ontario. 111 églises, sans compter les hôpitaux, les écoles, les infirmeries et ce que vous voudrez.
J'étais donc destiné à être architecte, mais à défaut de savoir compter, je suis devenu celui que j'étais déjà sans le savoir en moi, écrivain. Louis, avant de commencer, avant d'écrire ton premier roman, je pense, sans me tromper, tu étais journaliste. Bon, mais à défaut de devenir architecte, je suis devenu journaliste. Ma première job à 16 ans, après avoir lâché les études classiques, c'était à Radio-Canada. J'ai commencé ma carrière à Radio-Canada. Non, je n'étais pas le vice-président de Radio-Canada, j'étais le commis, c'est-à-dire celui à la salle des nouvelles qui attend, là, puis qui commence à apprendre à taper sur une machine à écrire de l'époque, parce que j'avais 50 minutes à peu près devant moi à ma disposition. Et à la 50e minute, les rédacteurs me donnaient le bulletin qui allait être lu à la radio. Et je descendais en courant les 7 escaliers à pied pour aller porter ça à l'annonceur qui va le lire à la radio, le bulletin d'11 heures. Puis je restais dans la régie avec le technicien, je reprenais mon bulletin de nouvelles, je le remontais au studio parce à la salle des nouvelles parce qu'il l'archive. Puis je me rassoyais à ma place dans la salle en attendant. Puis au lieu de niaiser, bien là, j'apprenais à taper sur les touches d'une machine à écrire, puis au lieu de dire « la nuit est bien profonde et le ciel bien noir », je commençais à élaborer des véritables petites histoires. Est-ce que tu as commencé par faire du conte ou faire des romans? Pire que ça, j'ai commencé à faire de la poésie. Aïe, aïe! Spontanément, le premier livre que j'ai publié, qui n'existe plus sur le marché, est un petit recueil de poèmes publié aux éditions des Écrits des Forges à Trois-Rivières, qui s'appelle Le Guetteur. Ouais, comme si j'avais été sur le toit du chalet de mon père, un guetteur qui essayait de surprendre les mystères de la vie. Il y avait 3 petits contes au début parce qu'il y avait déjà un raconteur en moi, mais toute une suite de poèmes de 8 lignes qui étaient quand même chargés d'émotions. Puis le premier roman, il arrive quand? Si j'embarque dans cette histoire, vous allez m'écouter attentivement parce que c'est plein de péripéties magnifiques. On t'écoute. J'ai fait donc une première partie de ma vie comme journaliste. En janvier 1976, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés ici, là. Je pense pas qu'il y en avait qui étaient nés en 76. On était 2-3. Oui, tu sais. Dont Yves, là, qui était né en 76. En janvier 1976, après avoir mené une carrière dans le monde des communications relativement bien remplie, ma compagne de l'époque et moi, on a décidé de découvrir le monde et on a mis une coupe de 100 piastres dans nos poches en disant on va passer l'hiver avec ça. Et on est parti en France chez un ami qui était un écrivain qui s'appelait Jean-Pierre Chabrol, mais qui n'est pas le cinéaste, et qui nous a accueillis en nous prêtant la maison qu'il avait achetée dans le village d'à côté pour essayer accueillir ses enfants puis les amis de ses enfants qui l'envahissaient tout l'été. C'était pas une maison prévue pour être habitée en hiver. Il fallait être né en 1676 à peu près pour se sentir confortable là-dedans. Il faisait fret en os. Et il y avait une petite chaufferette électrique que je mettais dans la chambre d'en arrière qui donnait sur un torrent magnifique qui était large comme la pièce ici, puis qui m'accompagnait dans mon écriture. Et sans m'en apercevoir, j'ai écrit mon premier roman qui s'intitulait, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, L'Emmitouflé. Premier livre de toute ma carrière.
Puis comme le gars qui m'avait invité, puis qui était l'auteur de cette stratégie qui m'amenait en France, puis qui me faisait écrire un roman en France, était un écrivain relativement célèbre, il a aimé mon roman, puis il l'a envoyé à 3 maisons d'édition en France. Gallimard, là, la plus prestigieuse, Le Seuil, etc. Et les 4 maisons ont accepté mon roman. Ça te met dans une drôle de situation. Ben, tu peux négocier, Louis. J'espère que tu as laissé ça à Carmen. J'étais, ni elle encore, à cette époque, très négociateur. Le simple fait qu'un éditeur veuille de mon roman, c'était déjà un exploit. Beau niaiseux, en fait, il y avait Gallimard, Le Seuil et tout ce que vous voudrez, puis il y avait Robert Laffont. Moi, je me suis dit, au Québec, les gens ne vont pas à la tabagie du coin acheter un livre qui vient de chez Gallimard ou du Seuil. Le livre ne se rend pas là. Il faut aller dans une librairie spécialisée pour ça. Alors, je vais publier ça chez Robert Laffont. Robert Laffont, au Québec, je voyais ça, c'était distribué dans toutes les tabagies, là, avec tous les romans populaires à mesure qu'ils sortaient. Puis mon livre n'est jamais allé là. Parce que personne ne me connaissait, puis qu'on mettait dans ces racks à livres à vendre des auteurs connus, dont bon nombre de Français. Sauf que j'ai eu ma revanche. J'étais sur le point d'en entreprendre un autre de ces romans. J'habitais une petite maison dans le rang de l'île avec la fameuse première épouse que Marianne a bien connue. Puis, un matin, en bourrant ma pipe, en m'en allant dans mon petit coin pour écrire, on écoutait les dernières. J'écoutais toujours les nouvelles du matin, là, vers les 9 heures. Et la radio, ce matin-là, a dit « L'écrivain Louis Caron vient de remporter à Paris ce matin le prix Hermès. » Je dis « Que c'est ça? » D'abord, le prix Hermès, je ne savais pas que c'était, puis ce que c'était, puis je m'étais vraiment jamais inscrit à un prix non plus, comprends-tu? Gagner le prix, pour moi, c'était d'avoir été publié. J'ai appelé l'attaché de presse des éditions Robert Laffont à Montréal, qui était devenue une vieille amie, puis il dit que c'est ça. Elle dit, moi aussi, je l'ai entendu, puis elle ne sait pas. Bien, il dit, appelle. C'est qu'elle a appelé en France, et je venais de remporter. Il va devenir tout rouge, là, si je le dis dans le détail, mais j'ai dit quand même, je venais de remporter le prix du meilleur premier roman publié en français dans la francophonie au complet. Ça vous ébranle l'écrivain. Ça a été donc le début d'une carrière qui avait juste besoin de ça pour démarrer. C'était aussi bien, au moins aussi efficace que si Marianne avait pris en charge ma carrière dans le domaine des communications, là. Ça a marché. Je me suis au monde. Qu'est-ce qui m'avait amené à raconter ça? Mais je t'ai demandé, c'était quoi ton premier roman? Bon, mais vous l'avez, là. Alors, c'était l'Emmitouflé. Puis le Canard de bois, ça a été ton plus grand succès. Oui. Là aussi, j'ai quelque chose de drôle à vous raconter. Entre le premier roman, L'Emmitouflé et Le Canard, il y avait eu un autre roman qui est un petit roman honnête, bien écrit, amusant, mais qui ne faisait pas des scores inoubliables. Et puis, je tripais sur l'histoire des patriotes. Et puis, en même temps, je tripais sur l'histoire du FLQ. Puis, je voyais des correspondances entre les deux. Puis, je me disais, puis j'ai jamais étudié l'histoire, mais elle me passionne, puis elle m'habite, et puis ça me remonte tout seul, l'histoire. J'ai dit, on va faire un roman historique qui va se passer à 2 époques. Puis,
j'ai fait un prodige avec Le Canard de bois parce que vous ouvrez ce livre, vous lisez les 3-4 premières pages, puis là, il y a une page libre, et puis vous allez à une autre section. Et chaque fois que vous allez à une autre section, vous faites le chemin entre 1837 puis 1974 quand je l'écrivais. Tu sais. Donc, aujourd'hui, dans le temps, pendant 400-500 pages. Je mettais en parallèle le cheminement d'un petit gars qui part des hautes forêts de la Mauricie pour rentrer chez lui parce qu'il se passe quelque chose de grave dans sa famille et le cheminement des patriotes. Et puis en même temps, tout le monde a des... Il n'y a personne d'apparenté à GRC ici, là. C'est que, parallèlement à tout ça, je faisais revivre le FLQ en suivant des felkistes imaginaires dans les îles de Sorel, à bord de bateaux qui s'enfuyaient. Ce roman-là, je l'avais construit, puis je m'étais même mis à l'écrire. Je devais en avoir 16, 12, 14 pages d'écrit, c'était bien parti. Et je reçois un coup de téléphone toujours dans la même maison où j'avais entendu qu'il avait gagné le prix en France. Et le coup de fil, c'est Madame Nicole Godin et Monsieur Jean Lebel, qui sont des producteurs de télé à Montréal, aimeraient vous rencontrer. Pourquoi? Bien, on va s'expliquer tantôt. Pouvez-vous nous voir? Bien, j'ai dit, je peux peut-être y aller dans une couple de jours, là, le temps que je finisse ma page. Ils ont dit, non, on aimerait ça vous voir tout de suite. OK. Je me suis retrouvé dans une boîte de production des premiers grands films là, qui étaient diffusés sur les ondes de Radio-Canada avec des productions franco-québécoises, pas des téléromans, là, mais des œuvres à part de 1h30 chacune, 2 épisodes, mettons, ou 6. Là. Le producteur m'a dit, et s'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans cette démarche, là, levez-vous, là, parce que ça fait longtemps que je vous attends, m'a dit, nous avons appris que vous étiez sur le point de vous mettre à écrire un roman historique sur l'époque des Patriotes. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais qui vous a dit ça? Puis il n'a même pas commencé à écrire le roman. Puis il a dit, ça, si vous permettez, mon cher monsieur Caron, on va regarder ça pour nous, puis sachez tout simplement que quelqu'un nous a recommandé à vous parce que, bon, OK. Puis il dit, en plus, on a demandé à un scénariste célèbre à cette époque, que je nommerai pas, puis qui est resté mon ami, d'écrire une histoire sur les Patriotes de 1837. Et puis, il n'y a personne dans les milieux de la télé, puis nous autres, les producteurs, qui trouvent ça bien extraordinaire. Pourriez pas vous asseoir ici, dans le bureau de la secrétaire qui n'est pas là un matin, et nous écrire un résumé de ce roman-là que vous êtes sur le point d'écrire? Assez inattendu. Quand même écrit. Puis j'avais quand même, c'est ça, il me manque un élément dans mon récit, j'avais quand même un 12-15 pages d'écrit du début de ce texte. Alors, pendant que j'écrivais le résumé du livre éventuel, lui, il lisait les 12-14 premières pages. Quand je lui ai montré mes devoirs, il a dit, c'est pas nécessaire que je lise ça. Je viens de lire les 12-14 premières pages et je vous annonce en vous serrant la main que c'est votre roman qu'on prend. Je vais le prévenir les Français que j'ai trouvé, le roman qu'on va adapter pour la coproduction, puis rentrez tranquillement chez vous, puis pourriez-vous, s'il vous plaît, me résumer en 50 pages l'ensemble de ce que vous voulez faire dans ce roman-là? C'est ainsi que je me suis trouvé dans la situation d'adapter pour la télévision un roman qui n'était pas écrit. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de bien normal et de bien tranquille dans ma carrière. Pour les gens qui te connaissent moins, Louis,
Le Canard de bois, ça fait une série, mais ça fait aussi un roman extrêmement populaire. Ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai déjà été un romancier très, très populaire. Le livre a eu un succès énorme, notamment en France. Ça m'a amené en France à 2 reprises, tout frais payé, bien logé dans un excellent hôtel. Et puis amené manger dans des restaurants chics par l'éditeur. Et puis en plus, avec au bout de l'année, ce que j'attendais sans y croire, un chèque de redevance de droit d'auteur qui me permettait de passer l'année. Et il faut quand même reconnaître que l'écrivain, même s'il mène un métier hautement intellectuel et qui se vit par en dedans, faut qu'il mange. Et ça veut dire que tu en as vendu combien? Je ne le sais pas vraiment, surtout à distance comme ça, mais les rééditions se succédaient. Je me souviens d'avoir reçu un jour dans ma petite maison de Nicolette un exemplaire de la 7e réédition de ce livre, puis il sort ça à quelques milliers d'exemplaires à la fois. Livre qui a eu un succès considérable et qui a résonné sur le reste de ma vie, parce qu'à cette époque, j'ai l'air de rien comme ça, mais à cause du succès de ce roman-là, je suis devenu un personnage de la radio, de Radio-Canada notamment. Je me suis mis à écrire des séries de racontages pour la radio. Puis il y avait des émissions tous les matins à 11h où les madames, vous me permettrez l'expression, là, parce que c'était pas les gars à l'usine qui écoutaient ça, mais c'était les dames dans leur cuisine qui entendaient l'écrivain Louis Caron raconter un 6 minutes chaque jour d'une histoire qui faisait état de ceci, ou la prochaine histoire va parler de ça. Puis on avait un succès considérable. Est-ce que c'est la Mauricie qui vous fait tous conteurs? Parce que tu es un peu le père ou le grand-père de Fred Pellerin? Ça doit être dans l'air, oui, je peux présumer. Remarque que lui, il est sur la rive nord et j'étais sur la rive sud, mais on est chacun de notre bord du même fleuve. Oh, cette verve naturelle que j'avais et que je pratique moins aujourd'hui, mais et qu'il a lui aussi spontanément, il ne sait pas où il l'a pris, pas plus que moi je savais d'où venait la mienne. C'est pas répété considérablement dans le milieu du centre du Québec à ce point-là. La nature, peut-être, la qualité de l'air pur, je laisse ça entre vos mains. Après Canard de bois puis les racontages, les romans se succèdent, puis tu vas aller vivre plusieurs fois en France, non? Oh, si mon épouse, d'ailleurs, avait dit oui, elle avait d'abord dit oui à quelques reprises, j'en conviens, mais si elle avait dit oui ce matin-là à la proposition que je lui faisais, je ne serais pas ici à matin. Je serais en France, en train de causer à des Français qui m'écouteraient avec intelligence et attention, mais pas autant que vous autres, ça se peut pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui avait mis ce germe en moi, mais je sentais que je devais passer une partie de ma vie en France. Ce que, à défaut d'avoir une épouse qui était prête à casser maison ici puis à aller s'installer en France pour la vie, je me suis arrangé pour avoir tout le temps des rendez-vous en France pour aller passer une semaine ici ou aller participer à la foire du livre de Saint-Auban quelque part, de telle sorte que mes racines françaises, j'avais même pas besoin de les déterrer pour revenir chez nous. Je rapportais mon identité franco-québécoise d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Puis est-ce que tu n'es pas plus lu en France qu'au Québec? Mais absolument. J'ose pas le dire, mais c'est bien vrai. Puis, de chez Robert Laffont, là où j'avais publié mon premier livre, je me suis retrouvé au Seuil, qui est un des très grands éditeurs littéraires Laffont.
et plus populaire, si on veut, tu sais. Tandis que au Seuil, c'était de la haute littérature. Je suis encore mieux rémunéré une fois au bout de l'année qu'on fait le compte des livres vendus. Je suis mieux rémunéré en France que ce qui me vient du Québec. Puis au Québec, c'était Boréal, l'éditeur, non? Hein, ton éditeur? Le premier éditeur en français a été Boréal, oui. Il l'a été jusqu'à récemment où quand on est marié, on trompe toujours sa femme au moins une fois avec une blonde de passage. Moi, j'étais marié avec les éditions du Seuil et les éditions de Boréal ici. C'était des vieux amis. Je faisais partie du conseil d'administration des éditions Boréal. Puis je suis allé publier un livre en France chez Jean-Daniel Belfond, dont on a des exemplaires ici. Ben lui. Et c'est comme si j'avais changé de blonde. J'ai changé d'éditeur, c'est-à-dire que j'ai changé de fraternité. C'est une autre sorte de fraternité, d'élan, d'initiation. Alors, il y a eu les romans, la poésie, les romans, la radio. Puis un jour, il vient la télé avec nul autre que Tremblay, puis tu vas te mettre à parler de hockey, Louis Caron. Vous êtes trop jeune pour avoir vu Lancer compte numéro 1. Non, tout le monde a vu ça. Même le premier? Mais croyez-moi ou pas, c'est moi qui l'ai écrit. Sti. C'est pas Régent. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, puis il était incapable d'aligner deux choses cohérentes. Il a toujours marché à l'intuition, lui, puis à l'inspiration. Puis il trouvait que cette fille-là était belle, puis il avait envie de passer un petit bout de temps avec elle. Fait qu'il écrivait une chronique dans la presse sur la façon dont elle avait un chapeau ce matin-là, cette fille-là. C'était le plus fin et le plus loin d'où ce que Régent pouvait se rendre en écriture. J'ai oublié son prénom. Il s'appelait Martin. Il était directeur des productions dramatiques à Radio-Canada. Et puis, moi, je gagnais ma vie avec mes ventes de romans, mais ça ne rentrera jamais quelqu'un extrêmement riche. Puis, je passais mon temps à aller rencontrer, j'ai trouvé le prénom, Richard Martin, responsable des émissions dramatiques à Radio-Canada. Qui a dit « Ah oui ». Vous connaissez? Bon. Moi, je l'ai beaucoup fréquenté aussi, et je croyais beaucoup en lui, puis il m'a donné un sacré coup de main. Je le fréquentais, puis je lui apportais des séries de documents en disant « Tiens, voici un beau projet pour une télésérie. Voici un beau projet pour un événement des Beaux Dimanches là, pour l'été prochain. » Jusqu'au jour, puis il était tanné de moi, parce que je revenais tout le temps, et où il me dit « Tu pourrais pas nous écrire une série sur le hockey? » J'ai un peu ri à l'intérieur en moi, parce que j'avais mis des patins de foie quand j'avais 6 ans et que j'étais pensionnaire chez les sœurs. Mais j'y ai bien des années où je n'ai pas su qui avait gagné la Coupe Stanley non plus. Je vivais très bien à l'écart du monde sportif. Mais là, Richard, il dit, oui, mais on va te jumeler avec un journaliste qui connaît bien ce milieu-là. Puis je tombais entre les pattes de Régent. Sauf que Régent, comme il n'avait jamais fait ça, il m'a d'abord laissé travailler. J'ai tracé les... C'était une série en 12 ou 13, c'est 13 dans ce temps-là, les séries, hein? J'ai tracé ce qu'on appelle la synopsis, c'est-à-dire le résumé en quelques lignes des 13 premiers épisodes. Puis en plus, contrairement à ce que j'avais dit il y a un instant, j'avais fini par comprendre comment marchait le hockey, puis il y avait une progression dramatique là-dedans qui avait bien fait plaisir à Richard Martin à Radio-Canada, puis qui voulait qu'on continue d'écrire. Après avoir écrit la synopsis de chaque épisode, c'est-à-dire un résumé en
4-5 pages de chaque, puis peut-être même moins de 2 pages et demie de chaque épisode. Bon, mais on va en écrire un. Et j'ai écrit le premier épisode. La preuve que c'est moi qui ai écrit dans ce conte, c'est que Pierre Lambert était né à Trois-Rivières dans la série. Puis ici, c'est Régent qui l'avait écrit. Il sera venu au monde au Lac-Saint-Jean. J'ai écrit le premier, j'ai écrit le deuxième. Jean-Claude Laure, qui est devenu le réalisateur de l'affaire, a commencé à intervenir là-dedans en disant « Oui, mais il faudra mettre une fille ici qui viendra voir le gars le soir sans que la femme du gars le sache. » Et Jean-Claude et Régent ont introduit un autre aspect à la série qui est aussi bon que le mien, mais qui est différent du mien. Moi, j'ai raconté l'élan d'un être humain qui veut se dépasser et qui veut aller plus loin. Et eux autres, ils ont profité de l'occasion pour faire une série sur l'élan du gars, mais en s'étendant sans s'élever sur une gang de filles qu'ils pouvaient rencontrer des fois le soir en rentrant chez eux pour aller retrouver leurs femmes. Ça a été une série qui a eu un succès énorme. Plus probablement que ce que j'aurais eu si j'avais fait à mon goût à moi. Mais ça m'a permis de vivre pendant une couple d'années. C'est un beau thème, ça, Louis. Est-ce qu'on peut vivre de sa plume au Québec? Non. Avec ta vaste expérience, tu pourrais aller un peu plus loin que non. Et ça va aller de pire en pire parce que la forme de communication, que ce soit pour le courrier, la comptabilité ou la littérature, c'est électronisé. Il n'y a plus grand monde qui achète des livres. Au meilleur de ma carrière avec mon canard de bois, par contre, qui avait eu un grand succès, j'avais passé 1 an avec les ventes de livres. Là, maintenant, je publie chez Belfond, Jean-Daniel Belfond en France. Ce livre-là vient de sortir, c'est le 2e tome d'une trilogie qui s'appelle Le temps des bâtisseurs et qui raconte justement l'histoire de mes ancêtres, bâtisseurs de cathédrales et d'églises, en 3 tomes, le Père, le Fils, et puis les 2 Louis, puis le 3e. Là. Mais le premier, j'ai pas eu encore les résultats des ventes, mais j'ai l'impression que les fins de mois vont être dures avec ce qui va rentrer au bout des ventes que j'ai faites en France comme au Québec maintenant. Les livres ne se vendent plus, sauf à quelques individus comme vous qui lisez encore à l'occasion des livres. Puis encore, si on faisait une enquête, on découvrirait que vous lisez autant, sinon plus, sur l'écran de votre ordinateur que sur le papier. Oui, mais quand les livres sont publiés, numérisés, Louis, vous avez des droits d'auteur? Les vrais éditeurs de livres, eux autres, ne sont pas réconciliés avec les médias. Et c'est pas eux qui vont faire l'effort, puis c'est pas moi non plus, c'est pas mon métier, de transformer ça en produit pour l'écran de l'ordinateur. Okay. On est dans un vide à ce moment-là, entre le papier puis l'écran. Transition dans la société. Donc, entre autres, donc, toi et d'autres auteurs, vous êtes victimes. Totalement. Puis je ne suis pas tout seul. On va revenir à l'écriture plus gai. OK. On se parle franchement. Oui. Louis, une des choses qui m'a toujours impressionné quand tu parles de tes journées d'écriture, tu n'écris pas 50 pages par jour, toi, là. Pas plus que mes ancêtres architectes faisaient les plans d'un bungalow dans la journée. Nous sommes les Louis là, de père en fils et d'arrière-grand-père en petit-fils. Là. Des méticuleux qui dessinent des lignes bien droites. Moi, j'écris
en caractère comme une machine à écrire, là. Quand j'écris « Bonjour, je suis heureux d'être venu vous rencontrer ce matin », là, j'écris comme c'est imprimé, là. Donc, j'écris lentement, en formant bien mes lettres, là, un beau petit A puis un beau B bien fait à côté, comme écrit là-dedans. Ça te fait rigoler. Mais moi, ça a eu une influence sur tout le cours de ma vie. D'abord, j'écris plus lentement, parce qu'avant, à une époque, c'était sacrilège pour moi d'écrire sur une machine à écrire. Je sais bien, j'ai passé ma vie de jeune journaliste à toujours travailler sur la machine à écrire, mais c'était sacrilège pour moi de mettre des mots de poésie ou d'écriture là-dessus. Donc, j'écrivais lentement. Tu sais, mon embitouflé qui a gagné le prix, là, je vous ai tricoté ça à la main avec de la belle écriture en France. Mais mon métier, où est-ce que j'étais rendu dans mon histoire? J'étais parti d'où, là? Moi, je veux savoir combien de pages t'écris par jour quand t'écris. Bon, c'est ça. J'écris de façon tellement méthodique que quand j'ai fait... Puis méthodique dans ma tête aussi. De veille au soir, il a fallu que je me couche et que je me dise, demain matin, là, il est juste devant la porte, le personnage, là, puis la fille est l'autre bord. Il l'ouvre-tu à la porte aussi, il continue, puis est-ce que je vais faire pleurer les dames dans leur chaumière en disant « Oh, ils viendront de manquer une belle occasion de s'être liés d'amour et d'affection avec une personne gentille qui l'aurait rendu heureux. » Je préfère maintenant foncer dans mes histoires, mais à l'époque, là, je vous les ciselais comme, vous savez, dans les églises puis dans les cathédrales, il y a des petits anges en haut des colonnes qu'on ne voit pas parce qu'ils sont tellement hauts qu'on ne les voit pas, mais qu'il y a une petite fleur à la main, l'ange, puis qui vous regarde d'en haut puis qu'on ne voit pas. J'écris comme si je sculptais ces petites statuettes au sommet des colonnes des églises. Mais t'écris avec un ordinateur, Louis. Abondamment maintenant. Et ça me fait pas écrire plus vite, mais c'est vraiment le plus simple, parce que si vous aviez vu à certains moments, avant que j'envoie mes romans chez Robert Laffont, à l'époque, par exemple, l'état du manuscrit que j'envoyais, il y avait plus d'effaçage et de petits mots réécrits par-dessus que de mots écrits à la dactylo, copiés. J'ai copié à la machine à écrire après, mais je les corrigeais tellement qu'il y avait des manuscrits écrits à la main. Polisseur, donc. J'ai vu mon père faire la même chose, ses plans là, sur sa table à dessin, là, puis bien de l'effaçage, et puis du changeage d'orientation de la ligne. Qu'est-ce que t'aimes mieux, écrire des romans ou des contes? Je vais avoir l'air niaiseux, mais je vais te répondre, j'aime écrire beaucoup des romans qui racontent, qui sont comme des contes. Mes romans sont pas bourrés de réflexions philosophico, sentimentalo ou psychologico. Là. Mes romans racontent des histoires. Et mes romans racontent les histoires que j'aurais voulu me raconter sur le toit du chalet de mon père quand je sortais la nuit. Au lieu d'écrire « La nuit est bien profonde et il fait très noir », je rêvais de raconter ces histoires-là. Mon objectif dans la vie maintenant, avec tout le temps qu'il me reste, c'est de continuer à me rapprocher, je suis en train de le faire avec cette trilogie-là, qui raconte l'histoire de mes ancêtres, le premier architecte, puis le deuxième, puis le troisième qui est mon père, qui n'a pas fini ses études, lui, puis qui n'est pas devenu architecte avec le diplôme, mais qui a passé sa vie à travailler pour un architecte, puis à faire la job de l'architecte pour que l'autre reçoive le salaire du gars qui aurait fait les plans. Je suis en train de bâtir mes cathédrales à moi.
J'en ai une trilogie terminée. Je suis en train de faire celle-ci. Je fais plus des monuments d'écriture que... Qu'est-ce que tu veux dire des monuments d'écriture? Parce qu'il y a un portique, il y a une nef, puis il y a un chœur en avant. Je veux dire, il y a 3 livres qui font progresser un état d'âme d'une place à l'autre dans l'Église. J'amène mes lectrices, qui sont beaucoup plus nombreuses que mes lecteurs d'ailleurs. Maintenant, c'est partout comme ça. J'amène mes lectrices doucement à me lire dans leur lit le soir avant de s'endormir, comme si elles étaient en compagnie de quelqu'un d'agréable qui les amène voir quelque chose, ou vient voir les fleurs, vient voir mon jardin, ou regarde, il va faire une clôture ici. J'amène mes lecteurs et mes lectrices dans des étapes concrètes où elles, on peut bien accepter quelques îles dans la gagne aussi, là, où elles et ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, les étapes qui sont dans le roman. Je pense qu'on ne peut pas parler avec toi, Louis, comme écrivain, comme conteur, comme raconteur, sans parler de Pagnol. Je l'ai tout lu, j'ai 3 auteurs, je dirais pas fétiche, là. Fétiche, c'est bien pas assez pour exprimer ce que je ressens. J'ai 3 auteurs qui sont mon père, ma mère et mon frère, si tu veux. Mon père littéraire, c'est l'écrivain américain Ernest Hemingway, qui écrit des histoires courtes, senties, près de la vie, sans fioriture d'écriture non plus. Ma mère littéraire, c'est l'écrivain français Jean Giono. Fleuri, bon, ben, j'en ai un confrère, là. Fleuri comme ça peut pas être. Ça y prend 12 pages pour dire qu'il est sorti de la maison chez eux. Mais c'est passionnant à lire en même temps, tu sais. Et celui qui m'a inspiré le plus, en particulier quand j'ai travaillé un peu pour la télé, à cause de ses images, et pour son écriture aussi, qui faisait la synthèse finalement avec mon Hemingway puis mon Giono, c'est Pagnol. Parce que Pagnol, il n'est pas aussi parti, qu'on dirait aujourd'hui, que Giono, mais il n'est pas aussi terre à terre qu'Hemingway, et il nous promène vraiment dans une réalité apparemment bien ordinaire, qu'ils montent la côte, ils sont dans la colline, et puis il va pleuvoir, il faudrait qu'ils rentrent. Mais en même temps, il ouvre les portes à l'intériorité, Pagnol, ce que Hemingway faisait pas, par exemple. Puis il n'y a pas entre Pagnol puis aussi ton écriture cette idée d'avoir une écriture romanesque cinématographique. Hein, parce que et toi et lui, vous avez une écriture qui suggère l'image. Ça doit venir du fait que j'ai pas étudié, que j'ai pas appris l'écriture, que j'ai pas appris les belles formes littéraires, que j'ai peu lu les très grands écrivains qui font des grandes phrases. Ça vient probablement de mes ancêtres architectes aussi. Je conte des histoires. Ma mission sur la Terre, c'est de conter des histoires. Maintenant, quand je les transcris dans une langue qui est belle, qui me satisfait et qui élève mes lecteurs et mes lectrices au passage, je fais de la littérature. Mais globalement, au départ, je me conte des histoires comme on se rappelle le matin parfois le rêve qu'on a eu pendant la nuit. Je vais me chercher au plus profond de moi des bouts d'histoire. On est assez loin de ce qui est très à la mode actuellement en littérature, les autofictions. J'ai découvert une façon très subtile et fine de ne raconter que moi-même,
mais sur le dos de tellement de personnages, y compris de femmes de ma connaissance et de gens de mon environnement, que personne ne s'aperçoit que c'est de moi que je parle. Mais romancer, c'est se raconter aussi, sauf que je me raconte souvent par la voix de certaines dames. Ce sera à ma dernière question, avant que je vous propose de poser quelques questions à Louis. Ma dernière question, c'est Louis, je ne peux pas te demander qu'est-ce que tu penses du français littéraire d'aujourd'hui? Tu ouvres un long débat là, qui fait saigner déjà une blessure qui s'aggrave dans mon cœur. Moi, je suis sorti du collège classique des années 60, là, d'une époque où il fallait parler convenablement pour lire le téléjournal de Radio-Canada. Puis, c'est-à-dire que j'ai fait le haut trop vite, tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu le téléjournal de Radio-Canada. Il y a un effondrement de la qualité de la langue dans ce pays. Il y a toujours eu des gens qui parlent mal partout. Ceux qui parlent le plus mal deviennent des bons personnages de romans. Par ailleurs, ils sont pittoresques, les gens populaires qui n'ont pas eu l'occasion de raffiner leur langage. Mais globalement, maintenant, des écrivains jusqu'à ceux qui ne savent pas écrire, là, on va partir dans ma croisade personnelle, sont en train de tuer la langue française. Et puis d'ailleurs, là, je n'ai pas tous les exemples, puis je n'ai pas envie de partir là-dedans, mais tout le monde parle anglais en français maintenant. Et puis les choses ont des noms en anglais. Et puis, il ne faut pas se promener longtemps sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, ou surtout dans l'Ouest, pour savoir qu'il n'y a plus personne qui a de respect pour ma langue d'écrivain, si vous voulez. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qui sont plus... qui lisent plus, entre guillemets, devant l'écran de leur ordi que entre des pages d'un roman. Est-ce que j'ai des gens qui auraient des questions pour Louis Caron? J'ai un point de vue sur l'élan individualo-national. Je dis que sur Terre, on est là pour grandir et faire grandir son environnement et que si on n'avait pas fait personnellement, émotivement, et dans la façon dont on fait le feu devant la caverne, si on n'avait pas fait des étapes d'évolution, on serait encore devant le feu, devant la caverne. Notre boulot, c'est d'élever et d'amener les sociétés à plus de civilité, de compréhension entre elles, d'harmonie entre des espèces humaines qui se ressemblent pas toutes ou qui sont pas toutes de la même couleur. Puis ça n'a pas l'air d'être facile à faire. Il n'y a pas de réflexion intellectuelle préalable là-dedans. Ça m'a tenté tout simplement de me jeter à bras ouverts ou les yeux fermés dans des aventures qui ressemblent à ce que je pense que c'est la vie. On ne se demande pas ce que c'est l'existence avant de naître. On naît, on a faim, on tète notre mère et puis on grandit et on devient ce qu'on est. Les patriotes sont des individus qui ont suivi un cheminement naturel par rapport à la société dans laquelle ils vivaient, c'est-à-dire que la société étant le ventre de leur mère, ils ont réagi devant ce qu'ils ressentaient, puis devant ce que ça bougeait autour d'eux. Pas de stratégie sociologique plus que ça. En terminant ce premier volet de notre activité Bouteille à la mer, j'aimerais inviter Camille Bouchard, qui est au conseil d'administration de la papeterie qui est un partenaire de cette journée,
à venir vous adresser quelques mots et en adresser quelques-uns à Louis. Alors, bonjour, Louis Caron. Un grand merci d'être là. Ma mission, c'est de vous remercier. Je vais vous donner quelques éléments de contexte. Ça ne sera pas très long. Puisqu'on est dans ce qu'on peut révéler individuellement, je suis né à Latuc. C'est l'extrémité nord de mon territoire. Voilà. Et c'est là aussi où a grandi un autre grand conteur, Félix Leclerc, jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, famille est partie, puis bien du monde était content parce qu'il passait pour un bum, parce qu'il faisait seulement de la musique. Ça aurait été un grand personnage, et comme vous, c'est un révélateur de qui nous sommes, de qui nous fûmes. C'est important de savoir cela pour savoir où on veut aller. Dans une entrevue que vous avez donnée à Québec français en 1984, que j'ai lu hier soir, Moi, je l'ai pas lu hier. vous affirmez que vous êtes un prophète. Seulement, oui, vous affirmez que vous êtes un prophète, mais pas dans le sens du devin, mais dans celui qui fait qu'on peut, au moment présent, tenter d'identifier et de débusquer les choses secrètes qui nous habitent. Et vos personnages sont des révélateurs de qui nous sommes. Je nierais pas ça. Non. Et à ce titre-là, vous êtes non simplement un prophète, mais vous êtes un passeur, comme dans les contes. Dans les contes, il y a des passeurs, et très souvent, ils prennent la forme d'animaux. Hein? Vous, on dirait que ce sera le canard. Ça va de soi. Ça va de soi. Et ces passeurs-là nous rappellent, nous révèlent des itinéraires qu'on n'aurait pas conçus soi-même dans des périodes difficiles, opaques, un peu nébuleuses, tentent de nous sortir du ministère ou de la détresse, tentent de nous faire passer d'une rive à l'autre, et donc d'éclairer les chemins que l'on emprunte pour arriver à bon port. Et vous avez, durant toutes ces années encore, été un passeur extraordinaire de notre identité. À la fois comme individu, on se pose des questions quand on lit vos romans, mais à la fois aussi comme collectivité, comme peuple. Et ça fait partie de mon remerciement. Vraiment. D'autre part, vous arrivez aussi dans un contexte où, et je suis à côté de Marianne, pas par hasard, où la papeterie et le musée travaillent sur un beau projet. Nous sommes réunis le 29 juillet de cette année. C'est une date à retenir pour votre prochain roman. Pour examiner la possibilité de créer un pôle d'animation culturelle à Saint-Joseph-de-la-Rive. Il n'y a pas beaucoup de villages au Québec qui sont dotés de 2 institutions avec un patrimoine culturel aussi riche, avec une aussi petite population, mais qui est une population qui est vibrante, qui est accueillante, qui est généreuse, qui est ouverte. Alors, nous sommes à concocter un projet commun qui, nous l'espérons, viendra enrichir le paysage culturel et pourquoi pas créer un village culturel vibrant pour les prochaines années. C'est pas plus ambitieux que ce qu'on fait jour après jour et ce que vous avez fait. Alors, voilà, merci beaucoup. Et en guise de petits souvenirs, des produits de la papeterie Saint-Gilles qui... Du papier! Du papier qui, je vous le confirme, est inspirant. Merci bien, Louis. Je vais le remplir en pensant à vous.